Bienvenue, en tout cas, à cette table ronde, on va appeler ça un peu comme ça, ou du moins un temps d'échange autour donc de l'entrepreneuriat. L'idée, effectivement, de ce temps, on va avoir 45 minutes à peu près, 45 minutes, 1 heure. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement échanger. Donc, j'aime toujours un peu poser le cadre avant de passer aux présentations. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger. Voilà, parce qu'on va vraiment parler entrepreneuriat, on va essayer de savoir comment on peut se préparer à se lancer dans cette aventure. Et je pense qu'on aura quelques éléments qu'on va pouvoir vous communiquer aujourd'hui, mais on pourra que puiser, ça pourrait être utile si justement nous échangeons les uns avec les autres. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un temps où on va pouvoir échanger, donc prenez le temps de nous poser des questions, de savoir par où nous sommes passés, et qu'on puisse surtout vous accompagner sur cette démarche-là. Je te laisse d'abord te présenter et je me présenterai par la suite. Du coup, je m'appelle Alexia Ewanet, je suis entrepreneur depuis environ 4 ans. Je suis entrepreneur en ligne, donc sur le digital. Donc c'est quand même assez particulier, j'en parlerai un peu plus tard dans l'échange. Et sinon, je suis mentor en personal branding, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, mais aussi des artistes et des personnalités publiques dans leur réputation en ligne. Voilà. Et pour ma part, donc je m'appelle Nathanaël Pondo de Grando, d'origine camerounaise. Ravi de pouvoir à nouveau être devant vous. Je représente donc la structure Dipita Business Consulting. Alors, en quelques mots, aujourd'hui, la structure a pour vocation de révéler votre réussite. En 2 mots, c'est ça. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment aujourd'hui cette structure arrive à atteindre cet objectif-là. Mais l'idée, en tout cas précise qu'il faudra retenir, c'est qu'on souhaite surtout au sein de Dipita Business Consulting vous connecter à votre propre trajectoire business. J'aimerais justement avant, en termes de guise d'introduction, savoir à main levée qui porte des lunettes. Ok. Tu portes des lunettes et tu portes des lunettes, on est d'accord? Est-ce que vous pouvez interchanger vos lunettes, s'il vous plaît? Ok. Ouf. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que vous vous connaissez? Non. Très bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux conserver les lunettes? S'il te plaît, juste quelques instants, je vais t'expliquer après pourquoi. Vous voyez ces 2 jeunes filles? Ce sont des personnes qui portent des lunettes, de base. Elles ont interchangé leurs lunettes. Est-ce que tu vois mieux? Pas du tout. Est-ce que tu vois mieux? Tout flou. C'est exactement le piège dans lequel de nombreux et nombreuses entrepreneurs ou nombreux et nombreuses porteurs de projets tombent. C'est de construire leur trajectoire business avec les lunettes des autres. C'est exactement le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons. Vouloir créer une trajectoire business avec les lunettes des autres. La volonté en tout cas de Dipita Business Consulting, et ça sera aussi la vocation de ce temps d'échange, c'est que vous puissiez enfin tracer votre propre trajectoire avec votre propre lunette, votre propre vue, pour que justement vous puissiez développer une activité qui soit authentique et donc puissante. Merci en tout cas pour avoir fait l'exercice. Est-ce que là, ça va mieux? Voilà. Très bien. La thématique, en tout cas, d'aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement travailler sur la préparation à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser une question. Comment on fait pour se préparer à entreprendre? On s'entoure. On s'entoure? On appelle Dipita Business Consulting. Bien sûr. Voilà, on peut tout clôturer, tout est bon. Manu, merci en tout cas pour l'opportunité. Donc, on appelle Dipita Business Consulting, oui.
Mais au-delà de ça, On fait son business plan. on fait son business plan, On peut se faire accompagner. on peut se faire accompagner, Ou des clients. trouver des clients. On teste. On teste. Ok. Pour toi, Alexia, comment on fait pour se préparer à l'entrepreneuriat? Ouais. Pour moi, ça commence par la connaissance de soi. On apprend à se connaître, on apprend à connaître voilà, c'est quoi nos forces, en quoi on est bon, en quoi on est meilleur, on va dire. Voilà, dans tout ce qu'on sait faire, en quoi on est vraiment bon. Et puis, à partir de là, on commence à creuser et effectivement, on teste et on fait un business plan, effectivement. Je dirais ça. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, en tout cas, la manière dont moi je lis cette chose-là, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. Ok? Il y a toujours de bonnes réponses. Donc, tout ce que vous avez dit, pour moi, en tout cas, ce sont des bonnes réponses. Et c'est vrai que la conception que j'ai de l'entrepreneuriat, depuis que j'y suis, donc ça fait une petite décennie maintenant, c'est que la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut d'abord être animé par une passion. J'en discutais tout à l'heure avec un entrepreneur. C'est qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus, et c'est un peu le combat que je mène, à ce qu'on appelle du tourisme entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une activité, on voit sur Instagram, ça m'a l'air très joli, la carte postale est très belle. Et visiblement, l'entrepreneur ou l'entrepreneur avec un E qui développe cette activité, ça se passe bien pour elle. On mange bien, on voyage bien, on s'habille, on fait ce qu'on veut. Bon. Et l'échange que j'ai eu avec cet entrepreneur, et c'était vraiment très, très enrichissant, c'est qu'on se disait, mais c'est bien beau, la destination est très belle, mais est-ce que tu es capable de faire le chemin? Et démarrer le chemin, c'est d'abord le démarrer avec de bonnes bases. Et la première base, c'est d'être passionné. Si aujourd'hui vous êtes assises et assis avec nous, je vous invite fortement, si l'aventure entrepreneuriale vous anime, en tout cas vous titille, recherchez d'abord votre passion. En quoi aujourd'hui vous êtes passionné? En quoi aujourd'hui vous êtes passionné? Également. C'est la passion qui va véritablement vous driver. Ensuite, bien évidemment, il y a pas mal de choses, et on va y revenir tout à l'heure, sur les éléments que vous avez évoqués. Mais je pars toujours du principe que l'entrepreneuriat aujourd'hui, et je ne sais pas ce que toi tu en penses, Alexia, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans ce domaine-là, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans se développer en tant qu'entrepreneur d'abord. Donc effectivement, business plan, modèle économique, client, ce sont des choses qui sont très, très opérationnelles. Et ils sont importants parce qu'à un moment donné, dans le parcours qui sera le vôtre, vous devrez trouver des clients, vous devrez trouver effectivement des financements, vous devrez effectivement vendre, etc., etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais votre passion pour le dessin, pour la photo, pour la communication, pour l'intelligence émotionnelle, etc., etc., sont des choses qui vont véritablement vous driver. Et ça va être, pour moi, la base et les fondations d'une bonne préparation. Je ne sais pas ce que tu pourrais... Je suis totalement d'accord avec toi parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Franchement, il ne faut pas se mentir. Et ça, quelle que soit l'étape. Parce qu'on se dit qu'au début, c'est plus dur. En fait, la vérité, c'est qu'à chaque étape, à chaque fois qu'on évolue, on a des nouveaux problèmes, en fait. Au début, on a des problèmes de, bon, il me faut des clients. Après, on a des problèmes de, bon, j'ai trop de clients. Après, donc, on a toujours des problèmes qui vont arriver au fur et à mesure de notre parcours entrepreneurial. Et du coup, si on n'est pas passionné dès le départ, si on n'aime pas ça, si on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être compliqué de tenir. Parce que la passion, bah, c'est le feu, en fait. C'est le feu en nous. Et parfois aussi, quand notre passion devient notre travail, il y a aussi le risque que ça ne soit plus notre passion. Donc, comment on fait aussi pour maintenir cette flamme, pour maintenir cette passion? C'est vraiment moi, c'est indispensable. Je sais pas
s'il y a peut-être parmi vous des remarques peut-être complémentaires à ce qu'on dit ou une contradiction, oui. Oui, ça me fait penser en parlant de flammes. Il y a début juillet, j'ai eu un gros problème à l'institution qui devait me finalement s'avancer. Et par d'autres choses aussi, enfin, voilà, il y a eu un gros moment de down. Et je me suis posée et j'ai écrit sur un carnet qu'est-ce qui me donnait cette flamme, pourquoi je faisais ça. Et en fait, déjà, ça m'a fait du bien de voir sur le papier pourquoi j'avais commencé ça et voilà, et quel sujet me tenait très à cœur et pourquoi j'avais ce projet. Et ça m'a permis aussi de me dire que je m'étais éloignée de ce qui me passionnait et que j'étais que dans l'administratif et dans la gestion de trucs très techniques et tout. Et du coup, ça m'a permis de mettre quelque chose en place, notamment des ateliers, en me disant moi, ce qui me nourrit, c'est d'être sur le terrain, d'aller rencontrer des gens et vivre des expériences. Et du coup, j'ai rajouté ça dans mes activités, développer des ateliers. En effet, ce type de flamme et de. Voilà, ça me parle. Merci. Donc ça me fait penser aussi, moi il y a longtemps, la différence entre entrepreneur et créateur, pour moi il y a deux choses différentes. Un entrepreneur en fait, il peut peut-être créer des outils pour faire croître son entreprise, trouver un moyen dans la technologie, enfin, communication, marketing, développer et être créateur, c'est avoir une sensibilité pour écrire ou aider quelqu'un dans le coaching, qui pour moi est des fois des choses différentes. J'ai pas l'impression. En même temps, j'ai pas procrastiné, mais j'ai eu du mal à m'identifier aux 10 000 € sur des livres, est-ce que on va dire, faut créer un atelier de vente, faut créer, faut créer une newsletter et des choses comme ça. Et je voyais pas du sens. Je pense que j'avais du mal à investir aussi d'argent. Donc, j'ai compris que moi j'étais plus créateur que forcément, fondamentalement, être entrepreneur, de créer 5, 10, viser à 1 million d'euros dans mes aides ou employés. Forcément, c'est l'entrepreneuriat qui peut être très différent dans chacun. Oui. C'est super intéressant comme retour parce qu'effectivement, parfois on se dit, je sais pas, je sais faire des gâteaux, je fais très bien des gâteaux, je vais ouvrir ma pâtisserie. Mais la réalité, c'est que dans ta pâtisserie, faire des gâteaux, ce sera peut-être 20% de ton travail parce qu'il faudra gérer la boutique, faire la décoration, gérer la communication, l'administratif, etc. Enfin, finalement, on va se retrouver à faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi on était fait à la base. Et je pense que c'est un piège dans lequel il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent parce que finalement, on perd cette flamme. Enfin, on va dire, mais je suis pas devenue entrepreneur pour contacter des prospects un à un, pour faire ceci, pour faire cela. Moi, je voulais faire mes gâteaux. J'aime bien faire des gâteaux. Et en fait, finalement, je me retrouve à faire tout ça. Donc, c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut aussi être conscient de tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique en termes de responsabilité, en termes de compétences, en termes d'investissement. Voilà, il y a beaucoup de choses que ça implique auxquelles on n'est pas vraiment préparé. Et je pense qu'il n'y a pas une école de l'entrepreneuriat qui t'apprend vraiment tout ça. Il y a sûrement des études, des trucs comme ça, mais c'est jamais, on ne te demande jamais vraiment la réalité de ça. C'est très intéressant comme autre. J'en pense effectivement. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis et avec les retours que vous avez faits. En tout cas, voilà, c'était vraiment important. C'est vraiment important de savoir effectivement par où on commence et commencer effectivement. Et on le voit dans les différentes structures d'accompagnement que vous pouvez aujourd'hui trouver. Il y en a de nombreuses ici sur la région et partout en France. Et c'est vrai qu'on est très très accentué. Enfin, du moins, on accentue l'accompagnement sur ces choses très très opérationnelles. Mais derrière l'entrepreneuriat, il y a un entrepreneur, il y a avec un grand E. Donc j'englobe les hommes comme les femmes. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ma philosophie, ou du moins mon rapport avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a cet humain qui guide et qui travaille effectivement ce projet-là et qui doit être considéré comme tel.
Donc la passion, et c'est un des premiers éléments, et vous verrez, c'est pas à dessein que cette thématique a été, enfin tu vois, c'est à dessein, pardon, que cette thématique a été définie, parce que j'aimerais, avec Alexia et avec vous, qu'on puisse justement vous donner des outils concrets pour que vous puissiez appréhender justement ce nouveau monde. Donc la première des choses, et on pourrait les décliner sur pas mal de choses, mais la première chose c'est soyez passionnés. Soyez véritablement passionnés par ce que vous faites. La cuisine, l'automobile, la mécanique, la coiffure, la peinture, les BTP, peu importe. Soyez passionnés. La deuxième chose, et tu l'as révélé effectivement tout à l'heure, c'est le sens effectivement des responsabilités. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de parler surtout de résilience. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la résilience? Peut-être pour vous. Ça évoque quoi pour vous, la résilience? Se dépasser? Accepter, pour moi, c'est plutôt accepter, puis savoir en fait se relever. Vous, Luc? C'est la capacité pour moi à encaisser et d'avancer quand même. J'encaisse et j'avance. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas, mais j'avance. C'est exactement ça. Vous, Charles? Soi-même, la résilience reflète les inconvénients de l'accompagnement qui sont liés à le haut et le bas. Avoir un but, avoir sur le parcours toujours des imprévus, pouvoir surmonter ces imprévus. Un proverbe que j'ai pu avoir chez les Américains, il faut être un ballon de tennis. Ça veut dire, plus vous tombez haut, vous répondissez plus haut encore. C'est la base même de l'entraînement. Ne jamais être un neuf. Si on tombe, parce que là, on bouge. Tomber. Bien sûr, il faut éviter, si on tombe, quand on rebondit Plus haut que nous sommes tombés. du niveau où on était. Voilà. Je pense qu'effectivement, on est sur une très très belle image et je sais pas si j'aurais pu faire mieux, mais je pense que je vais m'incliner parce qu'effectivement, c'est une très très belle image. Effectivement, c'est ça, la résilience. Je sais pas ce que toi tu en penses. D'ailleurs, je vais d'abord te donner la parole avant de Je trouve compléter. qu'il a tout à fait bien résumé et la résilience, c'est la compétence numéro 1, vraiment, pour comprendre après la passion, bien sûr, parce que on va se prendre des murs, ça c'est la réalité. Enfin, si vous êtes dans le service, par exemple, et que vous devez prospecter, vous allez avoir 100 personnes qui vont vous dire non, dégagez, avant d'avoir une personne qui vous dise oui. Mais en fait, c'est parce que vous avez échoué le plus de fois possible. Les gens qui ont réussi, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont de la chance. Ils ont réussi parce qu'ils ont plus échoué que nous, c'est tout. Les gens qu'on voit en haut, qui sont super à l'aise, qui arrivent à finir tous leurs appels de vente, qui arrivent à réussir un truc, ou un gâteau, ou n'importe quoi, c'est simplement parce qu'ils se sont trompés plus de fois que nous. Et moi, je vois beaucoup, j'accompagne des personnes à se lancer sur les réseaux sociaux, et je vois des personnes qui font un post, oh, mon post n'a pas marché, j'ai fait que 3 likes, bon, bah, ça marche pas pour moi, les réseaux sociaux. Bah oui, en fait, la personne que tu vois aujourd'hui qui a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, elle s'est pas arrêtée au bout d'un post. On a vu tous le succès du Sénégalais, je crois, Kabilan, Ouais. qui est devenu aujourd'hui l'égérie de Hugo Boss, de Dior, de grosses marques. Il a fait des milliers de vidéos avant qu'il ait une vidéo qui perce et que cette vidéo, et que maintenant toutes ces vidéos sont complètement Viral. délirantes. Donc la résilience pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un qui abandonne. Parce que pour moi, c'est pas que le talent. On pense que parce que je suis talentueux dans ce domaine-là, je vais réussir. Mais la réalité, c'est que ceux qui réussissent, c'est pas les plus talentueux. Parfois même, c'est des personnes qui sont pas si talentueuses que ça, mais parce qu'elles se sont cassées la gueule encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore, bah forcément, à un moment donné, elles vont y arriver, et mieux que la personne qui avait juste le talent naturel, mais qui n'avait pas la force, le courage de continuer parce que, oh là là, 3 personnes m'ont dit non, ça veut dire que je suis nulle et ça veut dire que ça va pas marcher.
Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens d'évoquer. Ça sera peut-être une répétition, mais comme on dit, elle est mère de pédagogie. Je pense que c'est cette expression-là. Mais c'est effectivement cette capacité pour vous de pouvoir faire face justement aux différents événements. Ça peut être un client qui vous vole. Qui ne paye pas. Un client qui vous paye pas. Ça m'est arrivé. Un prestataire qui vous abandonne à la dernière minute. Ou une vidéo sur laquelle on se dit, ah oui, quand je vais créer cette vidéo sur les réseaux sociaux, je suis certain, elle va exploser. Je maîtrise le sujet, le cadre, la lumière, le texte. Je suis persuadé. Poste son de cricket. C'est ça. Tu postes et ça ne fait pas le résultat escompté. Et là, il n'y a que toi et toi qui justement va donc engager cette conversation en te disant, bon bah, qu'est-ce que je fais? Finalement, je continue ou je continue pas? Et la personne qui va être quand même décider, malgré cette situation, malgré cette expérience, parce que j'utilise ce terme-là à dessein, on va en parler tout à l'heure. Mais malgré cette expérience-là, ben, j'y vais quand même. Moi et Lolo, je fais des beignets. Mais mes beignets me plaisent pas. D'autant plus que lorsque je vends, j'en vends que très peu. Et je me dis, ben, j'ai plus envie d'en vendre finalement. Parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Allez, je laisse tomber. Je retourne dans une autre activité. Ça, c'est une première version. Mais il y a une version des Lolo qui peut se dire, ben, écoute, je prends note des informations que j'ai en mes mains aujourd'hui. J'ai vu que cette situation-là a provoqué tel résultat. J'ai vu que telle préparation a provoqué tel résultat. Si je modifie ça, ça peut peut-être me permettre d'avoir un autre résultat. La résilience commence aussi par là. Par votre capacité justement d'analyser une situation et d'en prendre conséquence et de se dire, OK, je prends conscience et connaissance de ces éléments-là et je passe au-dessus. Vous aviez une question, Charles? Une question, mais ça sur la résilience, c'est la persévérance qui est la face. Si on n'est pas persévérant, on revient à la passion qu'on n'a pas, la résilience à gauche, la persévérance qui est à droite, nous permet de continuer parce qu'on est passionné, on est efficace, résilient, persévérant. C'est une suite logique en fait. Tout est connecté. Et je suis absolument d'accord avec vous parce que à partir du moment où vous êtes dans cette capacité à surmonter les épreuves, la résilience comme la persévérance, c'est des frères, quasiment des frères jumeaux. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que, comme on dit, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Donc automatiquement, si vous êtes résiliente ou résilient face à des événements, face à un environnement, ça va développer chez vous votre capacité à persévérer. Parce que finalement, vous n'allez jamais abandonner, qui est la véritable source de l'échec. Oui, et puis ça, c'est l'effet cumulé aussi. Je pense que tu connais bien ça, c'est que ce sont des actions. En fait, c'est pas fun d'entreprendre. Enfin, c'est pas fun d'entreprendre et de développer son entreprise parce que finalement, ce qui va nous permettre de développer une entreprise, c'est de répéter les mêmes actions chaque jour. C'est pas fun, c'est pas juste je fais des trucs cool. Non, en fait, c'est parce qu'on va répéter les mêmes actions chaque jour. Et au bout d'un moment, tous ces petites actions qu'on a posées chaque jour vont commencer à produire un résultat. Donc, c'est pas. Et on est dans une société micro-ondes où voilà, on est versé aux réseaux sociaux, à des trucs comme ça, où on veut le succès très vite. Nous, ça va encore, mais je pense que la génération qui vient après nous, je pense que c'est pire. C'est vraiment génération micro-ondes. On veut que je fais un truc là, ça marche là, et si ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Mais en fait, C'est pas forcément ça. c'est pas ça. Donc les deux premiers éléments, pour que vous puissiez effectivement retenir ce qu'on s'est dit sur cette première demi-heure, je pense ça fait 25 minutes qu'on parle. Soyez passionnés, la première des choses. Et développez cette capacité de résilience.
face justement à la troisième lettre, l'échec. Ça, c'est le terme généralement qui fait trembler. Généralement, ça n'alimente pas de choses forcément très positives. Mais avant d'en parler, j'aimerais connaître un peu chez vous, quel est le rapport que vous avez en fait avec l'échec. Comment vous voyez l'échec, vous, dans votre conscience? Pas main levée, pour les personnes qui voudraient intervenir. Moi, le mot échec, avant, me faisait très très peur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait déjà un peu de confiance en soi. Si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle et donc justement, t'as pas autre chose, quoi. Et que par réussir, il y a un cercle dans la société qui dit réussir sa vie. Donc, c'est par exemple avoir de l'argent. Il y a tout un truc autour quand même de la réussite qui met beaucoup de pression. Et de lancer un projet entrepreneurial que j'ai fait en sortie d'école, donc zéro expérience professionnelle et tout. Donc j'ai un peu lancé comme ça, pas comme ça, justement, c'était le chemin qui m'était indiqué par la vie et voilà, mais sans expérience. Et j'avais cette idée-là de l'échec, de me dire, horrible si j'y arrive pas. Et en fait, ça fait 3 ans que je développe le produit et que je me forme à l'entrepreneuriat et que je suis et en fait, je me rends compte, avec du recul, que mon chemin entrepreneurial est plein d'échecs, et en fait plein d'obstacles, beaucoup plus de choses que où j'ai dû rebondir, où j'ai dû retrouver des solutions pour. Et en fait, je me rends compte que ce que je vis, c'est peut-être ce que je me. Enfin, ça pourrait être des échecs, mais finalement, je ne le ressens pas comme ça, parce que juste, ça fait partie de mon aventure entrepreneuriale, ça se passe pas comme il faut, et comme je l'avais prévu, et du coup, hop, je prends d'autres choses. Et du coup, je me rends compte que finalement, c'est plus ça du tout des échecs, et au contraire, ça me permet de rebondir, de faire avec, et de grandir, etc. Donc, je crois que mon rapport à l'échec a totalement changé. Et de plus en plus, je me dis aussi que si mon entreprise ne fonctionne pas économiquement et c'est pas viable, en fait, juste tout ce que ça m'a appris, c'est juste dingue, quoi. Et donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'échec. Enfin, là, après, je parle de l'entrepreneuriat. C'est ma perception, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a permis de changer mon rapport à l'échec. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer sur... Oui. Moi, le mot échec, ça n'existe pas vraiment. Moi, ce que j'en pense, c'est le mot apprentissage. C'est un enfant de ses erreurs. C'est un genre des erreurs d'un enfant. Et justement, c'est quand on prend ses erreurs, on se dit, je ne vais pas faire 2 fois la même chose. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je pense peut-être à une petite chose. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va fonctionner. Et pas mal de choses, je tente ma chance en France, je tente ma chance à la projet, ça va pas fonctionner. C'est pas grave, parce que c'est pas ça que je vais faire, je vais faire autre chose. Ok. Vous avez un truc? C'est une vision, c'est à l'autre. Une fois aussi, l'échec, c'est aussi de s'obstiner dans une voie. Être persévérant est une chose, s'obstiner 5 ans, 6 ans dans quelque chose qui ne marchera pas. C'est bête. Quand on fait les créateurs de projet, parce qu'ils sont convaincus, tellement ils sont convaincus. Il y a plein de célibataires qui leur apportent des fois les contradictions. Je pense que du moins, des fois, savoir dire j'arrête et je fais autre chose, c'est une grosse preuve de succès. Savoir dire stop, savoir dire, s'apprécier, dire non, moi j'arrête, ce que je fais ne me représente plus, en tout cas m'apporte plus que ce que je vais faire et il faut que je change de vie. Et ça, très difficile de le regarder et de dire ah oui, c'est un échec. Mais il faut que je fasse autre chose. Ça va être très difficile pour beaucoup de gens de dire vous verrez. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur le... Oui. Moi, je trouve que c'est un peu génétique.
Je dis que j'avais hâte d'échouer. J'étais très emballée sur le coup, mais je me rends compte que dans la subvention, je n'avais pas. C'est pas agréable. C'est vrai qu'on retient les choses, tester, échouer, ça nous permet de rebondir, d'apprendre de nouvelles choses. Pas mon erreur, mais je ne suis pas encore très à l'aise encore. C'est pas encore mon terrain de jeu. Parce que je le sens quand je fais les choses, je veux les faire comme ça. J'ai mis du temps à me lancer. Mais c'est vrai que ça fait partie du jeu. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. J'essaie quand même de faire d'avoir moins d'échecs, mais ça ne fait plus longtemps. Oui. Moi, je pense que l'erreur, c'est partie de l'apprentissage. C'est comme dans les jeux, c'est vraiment ce que Oui. Moi, je pense que c'est une étape incontournable. Mais personnellement, si je vais parler de moi, je ne pense pas que je l'accepte pleinement. Je suis en plein apprentissage, donc j'apprends à l'accepter. Et en fait, en apprenant à l'accepter, j'ai compris qu'en fait, c'était une étape en fait, qui devait être là. En fait, elle était là avant la réussite même. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, je suis trop perfectionniste, donc j'essaie vraiment de faire des choses, etc. Beaucoup mis la pression, que ce soit dans mes études ou même mon projet entrepreneurial et tout. Et après, je me suis rendu compte que parfois, c'était juste accepter le fait qu'en fait, l'échec pouvait être là et que en fait, c'est tout à fait ok de ne pas savoir tout faire et puis d'apprendre. Vas-y. Non, vas-y. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, tu disais un petit peu que ton envie de bien faire, que je comprends complètement, c'était une façon d'éviter l'échec. Je comprends que ça peut te donner un sentiment de protection, mais moi, perso, dans mon cheminement, encore, j'ai compris que bien faire les choses, bah, ça peut quand même faire. Et ça aussi, ça fait mal. C'est clair. Oh, bah non, ça fait mal. L'échec n'est pas forcément lié à mal fait. Tu as peut-être très bien fait, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, tu n'as pas rencontré la bonne personne. Enfin, on est tous bien basé pour savoir que les raisons, les causes peuvent être multiples. Mais en tout cas, enfin, je pense que, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le voir moi maintenant. C'est pas parce que je me rate, c'est pas parce que je rencontre un échec que j'ai mal fait. Je me remets quand même en question, hein, je vois. Mais voilà, j'ai donné mon maximum. À partir du moment où j'ai donné mon maximum, j'ai pas vraiment souffert. Voilà. Et je vais répondre juste à ce que tu disais. C'est pas parce que ça va marcher ou que j'ai connu un échec que je n'étais pas bon en fait. Parce que aujourd'hui, quand j'explique aux gens ce que je fais, ils me disent non, c'est pas possible. Tu vois, ils me demandent, tu as lu quel bouquin? Je ne sais pas répondre en fait. Parce que c'est l'accumulation de ces échecs, au final, qui s'agençait pour créer quelque chose de très fort en fait. Donc aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, ok, il y a eu ça. Vous dire, il y a des démonstrations, juste pour donner un contexte, si on vient dans le domaine académique, je peux répondre à toutes les questions. Toutes les questions. Discuter académique, je réponds à toutes les questions. Entrepreneur, frein, je réponds à toutes les questions. Mais en 4 minutes, chrono. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu une accumulation d'échecs. J'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait, de travailler dessus, ainsi de suite. Au final, et donc la question sur l'échec, les appréhensions, donc c'est ça mon domaine de prédilection. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est accessible si on n'a pas pris le temps de pouvoir. Tu vois, si elle n'avait pas expliqué ces échecs, je ne me serais jamais posé la question, c'est quoi les appréhensions, qu'est-ce qui se passe derrière quand on a peur d'échouer, je ne savais pas. Je n'aurais pas creusé. Et la question de Nathanaël, je l'aime bien parce qu'il dit quel est votre rapport à l'échec? Parce que c'est ça la vraie question, quelle est l'utilité là? Parce que derrière, en fait, le cerveau a une manière de processer cela.
dès qu'ils voient certaines choses, ils risquent de créer des comportements de sabotage, de motivation, procrastination, et c'est très, 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 très subtil, très ferme en fait. Et donc, c'est pourquoi le rapport à l'échec est très important de pouvoir juste avoir la bonne perception pour éviter que ça puisse enclencher d'autres choses qui vont venir lui reprocher. J'adore cette conversation. J'adore cette conversation. Moi, comme toi, je pense, j'ai eu longtemps un rapport à l'échec qui m'a empêché d'évoluer parce que du coup, j'avais peur de faire des choses, de peur d'échouer et de peur de me bousculer ou quoi que ce soit. Et dans mon domaine, je dois me rendre visible. Et je n'osais pas prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que je n'étais pas très bonne en orthographe. Mais j'avais des choses à dire, j'avais des compétences et je me suis dit, bon, à un moment donné, faut se lancer. Et en fait, j'ai travaillé mon rapport à l'échec, justement, c'est travailler mon rapport à l'échec qui me permet aujourd'hui de me développer beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme... c'est même pas l'échec ou la réussite, mais plutôt, je me concentre plus sur le résultat. Je fais ce que j'ai à faire chaque jour et je me détache complètement du résultat. Je fais pas un truc pour réussir ou pour échouer, je le fais juste de la meilleure manière possible. J'ai un client qui a besoin que je l'accompagne sur telle problématique, je l'accompagne de la meilleure manière possible. Je ne pense pas à l'échec, à la réussite, à ceci, à cela. Et pareil, aujourd'hui, je poste, je me suis lancé un challenge où je poste tous les jours sur les réseaux sociaux et tous les jours, je propose mon offre à une personne. Ou bien je vends sur les réseaux sociaux directement. Et je ne vends pas tous les jours forcément pour que quelqu'un achète. Je vends pour devenir meilleur en vente. Et donc, je suis détachée du résultat. Ah, j'ai passé un client ou j'ai signé un client. Je suis juste en mode je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Et je deviens meilleur chaque jour. S'il y a des personnes qui achètent, tant mieux, je vais les célébrer. S'il y a personne qui achète, c'est pas grave. Je me suis améliorée, je vends mieux qu'hier, donc je continue. Et en fait, se détacher du résultat, pour moi, c'est vraiment la compétence, c'est vraiment le truc qui a tout changé dans mon parcours. Peu importe ce que je fais, c'est de pas m'attacher au résultat, mais vraiment à, je fais les choses de la meilleure manière possible. Et tant pis si ça marche pas, tant mieux si ça marche. Ça, c'est mon rapport. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est très beau. Après, techniquement, il y a une retour à la réalité, malheureusement. Quand on a une entreprise, il y a des charges, etc. Et du coup, le risque est quand même important. Et du coup, comment tu fais pour pas te mettre trop la pression sur il faut quand même que j'ai du chiffre d'affaires. Peut-être que ton entreprise fonctionne. Enfin, tu vois, il y a ces stades de mais dans le démarrage, en disant, en fait, genre, si en mai, juin, je fais pas de chiffre d'affaires, j'ai plus de trésorerie, quoi. Donc, tu vois, comment je gère? En fait, c'est justement ça. En fait, j'ai remarqué, après, je pense que tout le monde a un fonctionnement différent, et c'est pour ça que je disais au départ que c'est important de bien se connaître. Et moi, m'attacher au résultat me stresse plus qu'autre chose. Plus je suis attachée au résultat, plus je fais les choses avec le mindset de il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende, moins j'y arrive. Parce que je suis vraiment concentrée dans il faut que je vende, et du coup, je me mets une pression énorme pour réussir à faire quelque chose. Et dans la vente, je vais venir avec une énergie de manque, une énergie de il faut absolument que je signe ce client. Alors que quand je suis dans l'énergie de il faut que je fasse les choses de la meilleure manière possible, et que je me connecte aussi, on parlait tout à l'heure à la passion, au fait de servir l'autre, je vends beaucoup plus facilement. Donc, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, se reconnecter à ce pourquoi on fait les choses. Et moi, je sais que mon travail, il sert les personnes. Je sais que si je te vends quelque chose, c'est parce que derrière, tu vas gagner de l'argent avec. Derrière, tu vas attirer des médias. Derrière, tu vas développer ta notoriété. Donc, c'est ma responsabilité de vendre. C'est ma responsabilité parce que ce que je fais a un impact positif sur ta vie. Donc, c'est ça qui me permet d'atteindre les résultats sans pour autant y être fondamentalement attaché. Donc, du coup, je me détache complètement
des chiffres, des objectifs, de il faut que je vende ceci, cela, mais je m'attache plutôt à aujourd'hui j'ai envie de servir combien de personnes. Aujourd'hui, combien de personnes ont besoin de mes services et comment je fais pour lui montrer que je suis le meilleur match pour cette personne, plutôt que il faut que je vende absolument, sinon je vais mourir, sinon je vais être au RSA à la fin du mois. Enfin, quand je me mets dans cet état-là, enfin après, voilà, je sais que tout le monde est différent, mais pour moi, l'énergie, on a tous des énergies, et je pense que vous le ressentez, des fois, il y a des personnes qui rentrent, vous vous sentez mal, parce que son énergie est mauvaise. Et des fois, il y a des personnes qui rentrent et qui ont une énergie haute et vous vous sentez bien. Et donc, travailler sur son énergie en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est fondamental parce que ça vous permet d'être cette personne qui brille et du coup qui fait les choses avec tellement de passion que vous vous dites waouh, j'ai absolument envie de travailler avec cette personne-là. Et voilà. Après, je sais pas ce que tu vends exactement, mais ouais, voilà, c'est ça. Exactement, c'est un bon résumé. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour ma part, j'aime toujours dire que l'échec est le miroir de votre réussite. Je vais vous raconter une histoire qui est la mienne. Il y a quelques années, pour la faire très courte, je pars au sport d'hiver avec mes collègues étudiants. J'étais encore étudiant à cette époque-là, donc il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et je sais absolument pas skier. Ok ? C'était la première fois, et c'était d'ailleurs la dernière. Tous mes collègues savent skier. Et je sais pas pour celles et ceux qui ont vu le sketch de Gad Elmaleh, il illustre très bien. Je reprends les termes, hein, le petit blanc qu'il a avec ce ski et voilà, il est extraordinaire. Il cartonne. Et moi, je le vois et je l'ai vécu ça. Je les vois en train de prendre leur ski, ils ont des skateboards, enfin, je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Snowboard, voilà, merci. Donc, je suis en haut de la piste bleue parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs couleurs en fonction de la catégorie de la dangerosité de la piste. Je suis donc tout en haut et je demande à un camarade, écoute, il faut absolument que tu m'apprennes à skier. Il faut absolument que tu apprennes à skier. Le résultat, apprendre à skier. Et le gars me dit, très bien, mais écoute, si tu veux apprendre à skier, tu mets tes pieds tout droit, tu les fléchis et tu vas tout droit. Ça va tout seul. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que je suis en haut d'une piste. Tout en haut, je vois des femmes et des enfants. Je ne sais pas skier. Et il me dit, va tout droit. Mais moi, je vois la mort en bas. Je vois la mort en bas parce que je peux percuter quelqu'un. Et en réalité, moi, ma plus grande hantise, c'était de rentrer à Roubaix en hélicoptère avec un plâtre. Donc, lorsqu'il me dit, le résultat, c'est, voilà, pour apprendre à skier, tu fléchis tes jambes tout droit et ça va tout seul. J'ai dit, OK. La première chose que j'ai fait, dès que je me suis lancé, les 50 premiers mètres, je tombe. Mais je tombe volontairement. Je me relève. Je fais encore 50 mètres et je tombe encore, volontairement. Et je l'ai fait autant de fois pour arriver tout en bas de la piste. Et je sais que celui qui était en haut m'a regardé bizarrement en me disant, mais attends, je viens d'apprendre au type à skier et lui ne fait que tomber. Mais ce que lui ne comprenait pas, je vais y arriver. En fait, ce que le gars ne comprenait pas, c'est que j'avais besoin de maîtriser ma chute. Parce qu'à partir du moment où j'apprenais à chuter, je n'allais jamais me faire mal. Et je ne savais pas que ça allait être pour moi l'un des éléments majeurs dans ma perception, dans mon rapport à l'échec. Parce que finalement, j'ai compris que si j'apprends à chuter, je me ferai jamais mal. Et donc, quand j'ai commencé à maîtriser mes chutes, je savais que si je mettais mon pied comme ça, je tombe comme ça. Si je mets mon pied comme ça, je tombe comme ça. Donc, comme ça, mon résultat qui était interne, c'était d'éviter de rentrer à Roubaix en plâtre. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que quelques jours plus tard, on m'appelait le Dark Vador des pistes. Parce que j'avais une combinaison déjà tout noir, moi-même noir, et j'allais tout droit. Et par contre, dans la neige blanche, donc contraste parfait, mais j'ai su justement réaliser je sais pas, des phases ou en tout cas, j'arrivais à freiner, faire des virages, sauter, etc., etc. Donc, au final, j'ai appris qu'effectivement, l'échec était pour moi, on l'a dit tout à l'heure, un apprentissage.
Et c'est ce que j'applique au fur et à mesure du temps. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Mais en réalité, vous avez toutes et tous des histoires comme ça. Parce que l'une des histoires que nous avons tous en commun, c'est qu'à la base, nous sommes tous des chromosomes. J'ai envie d'aller plus loin. À la base, nous sommes tous des spermatozoïdes. Et on a remporté la course. Si tu en as échoué, tu ne serais pas devant moi. Donc, tout ça, très, très simplement, mais c'est pour vous faire comprendre que l'échec, effectivement, est un apprentissage. Et qu'il n'est que le miroir de votre réussite. Échouez vite. Échouez grand. Et comme l'a dit effectivement Charles, c'est comme cette balle de tennis. Plus haut vous tombez, plus haut vous rebondissez. Donc votre rapport effectivement avec l'échec doit aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, changer. Il doit être aujourd'hui à vos côtés, plus proche de vous que le succès. Parce qu'il y a une phrase qui dit bien que on n'apprend rien de ses échecs. On n'apprend rien de ses réussites, pardon, de ses succès. On apprend tout de ses échecs. Donc c'est la 4e lettre. Et l'avant-dernière, avant qu'on clôture ce temps d'échange, rappelez-vous, soyez passionnés. Développez votre capacité à être résilient. Le rapport à l'échec, apprenez effectivement à échouer. Et la dernière, c'est la lettre T du temps. Entreprendre demande du temps. Alexa, tu l'as évoqué là effectivement à l'instant. On est dans cette génération, ou du moins dans ce moment où on veut tout de suite. Ça peut le micro-ondes comme la génération Google. On tape et on y va. Puisque l'entrepreneuriat aujourd'hui est accessible à tous. Certains diront qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai plutôt la conviction qu'il est fait pour tout le monde, sauf qu'il faut activer certains leviers. Alexa et moi-même les avons activés, tu les as activés, certains d'entre vous les ont activés, et d'autres souhaiteraient justement les activer. Elles ne savent pas forcément qu'elles sont là, ce que j'appelle moi des racines entrepreneuriales, mais c'est tout l'intérêt justement d'être accompagné, on l'a évoqué en introduction de ce temps d'échange, être accompagné justement pour qu'on puisse justement révéler vos racines entrepreneuriales. Mais il y a bien dans l'équation de l'entrepreneuriat un élément qui est important, c'est le temps. Et je prends une philosophie africaine. Dans nos villages, lorsqu'on cultive un manguier, un bananier, un maïs, peu importe. Dans nos villages, et Dieu merci, ils en existent encore, les villageois ont un rapport avec le temps qui est différent de nous. Parce que eux savent très bien que ça va prendre 6 mois, 7 mois, 2, 3 saisons, en passant par la pluie, le temps modéré et la sécheresse, ou peu importe, mais ils savent qu'il y a un délai qu'il faut absolument respecter avant de pouvoir récolter son fruit. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu l'as évoqué tout à l'heure, ce détachement au résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se focaliser bien évidemment sur le process que vous allez mettre en place. Et ce process, mesdames et messieurs, ça demande du temps, de la patience. De faire en sorte que oui, je vais accepter que pendant 3 mois, j'ai pas forcément de résultat financier. Mais j'aurai un autre résultat. Je n'aurai pas forcément ce que je souhaite, mais j'en aurai un autre. Et arrivera un temps où le résultat que vous recherchez arrivera. Mais il pourra qu'arriver que si derrière, vous avez déjà développé dans votre état d'esprit ce rapport avec le temps. En vous disant, ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver, je mettrai les moyens pour. Je ne sais pas ce que tu... Moi, je n'ai rien à ajouter ici. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement par rapport à cette notion du temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, voilà, j'ai du mal avec cette notion-là ou... Oui, au fond. Au début, j'avais beaucoup de mal avec justement cette notion du temps, pas savoir, pas voir les avancées, pas voir les... moi, l'objectif, c'était de vendre. Ouais. Parce que finalement, je suis déjà hyper contente parce que pour moi, la première chose, c'est déjà de savoir que j'ai réfléchi, j'avais la bout du projet, même si à part forcément,
Déjà, de dire que le projet il a grandement avancé. Donc, son en arrière aussi, c'est retrouver un peu les premiers cookies, les premières traces, les premiers écrits un an avant. C'est se rendre compte de tout le chemin que j'ai fait. C'est du temps. Donc, sur le moment, on a l'impression que ça prend énormément de temps. Et en fait, quand on retourne en arrière, on se dit en fait, j'ai avancé sans même avoir compte. Donc, maintenant, ça va mieux. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être témoignages ou observations sur cette notion du temps? Oui. Avant de se lancer, le temps de l'eau, une fois qu'on s'est lancé, je pense qu'avant de se lancer, on a plein de questions, et dans les questions, dans les investigations, dans la recherche, les prospects. Et une fois qu'on a fini de faire tout ça, c'est vraiment le plus de temps qu'on est lancé. Ça paraît au moment il y a tout qui est déjà pensé, déjà. Il n'y a plus qu'à travailler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous devons, et je le prends aussi à titre personnel, mais après je l'ai vécu dans mon expérience entrepreneuriale qui encore se construit au jour le jour. Mais nous devons véritablement épouser justement cette notion du temps. C'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le temps? C'est l'apprentissage. C'est les essais. C'est le fait de pivoter aussi son activité. La gestion du temps. C'est la gestion effectivement du temps. Quand on parle de gestion du temps, c'est la gestion de vos priorités, votre organisation. Donc, pas mal d'éléments aujourd'hui derrière cette notion du temps se cachent. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important que nous comprenions, si nous souhaitons aujourd'hui entreprendre, que ça demandera du temps. Du temps pour vous, en tant que personne, de comprendre que vous êtes désormais dans un nouveau monde. Le temps de comprendre que votre rapport à tous les éléments que vous avez vécus par le passé sont totalement différents. On a parlé tout à l'heure de l'échec comme de la réussite, qui en réalité, effectivement, est un objectif, mais qui peut devenir très vite un poison si vous n'êtes pas assez préparé. Prendre le temps, effectivement, de comprendre que chaque situation a une signification. Chaque situation a une signification. Chaque rencontre a une importance. Chaque échange a une importance. Et prendre surtout conscience que tout démarre là. Surtout prendre conscience que tout démarre ici. Donc ce temps aujourd'hui que nous passons est aussi fructueux pour vous que pour nous. J'ai autant appris aujourd'hui que vous avez peut-être appris. C'est peut-être nous qui sommes là avec des lumières, des verres d'eau, etc., etc. Bon, ok, on a une position. Parfait, c'est votre perception. Mais il faut savoir une chose, c'est que là où je suis, j'apprends. Autant que vous apprenez. Parce que je sais qu'à la sortie justement de ce temps d'échange, je grandirai. Donc, les éléments qu'on a voulu vraiment vous partager aujourd'hui, à travers nos parcours, on n'a pas véritablement d'ailleurs expliqué, parce que quelque part, c'était pas forcément aussi peut-être le but, parce qu'on a des stands et le Roubaix Business Club, et je les remercie, nous donne cette possibilité de pouvoir aussi être au contact de vous. Donc, on sera ravis de pouvoir vous accueillir auprès de nos stands. Mais la véritable volonté de ce temps d'échange était de pouvoir ensemble se sensibiliser à l'entrepreneuriat et comment préparer ce nouveau voyage. Parce que c'est une très belle destination et on la voit dans les réseaux sociaux, mais il y a un voyage à faire. Comme je m'amuse toujours à dire, on a tous voyagé un jour dans un train ou dans un avion. Et dans un avion, pour celles et ceux qui le font souvent, on a toujours un gamin qui tape derrière le siège. On a toujours un voisin qui ronfle la bouche ouverte. Je parle même pas des extinctions ou l'odeur qui peut sortir de son espace buccal. Si on n'est pas capable de supporter le voyage, vaut mieux rester à quai.
vaut mieux rester à quai. Donc le temps effectivement que nous avons passé aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir vous donner 5 outils. Parce qu'il faut être prêt à entreprendre. Être prêt, ça veut dire quoi? Être passionné. Être résilient. Changer son rapport à l'échec. Et surtout, prendre conscience que ça prendra du temps. Si vous retenez ça, vous êtes prêts. Merci en tout cas pour ce temps. Passez une très belle visite et à bientôt. Ouais, je t'en prie. Ça m'a fait très plaisir d'assister à tout ça. Depuis le temps que t'en parles, Bah oui. merci à toi. Non mais vraiment, mais non mais c'est vrai qu'on en a parlé, je te vois sur les vidéos, mais voilà, c'est pas pareil du tout. Franchement, merci. Il y a du métier. Merci. Ouais. Il y a du métier. Merci beaucoup. Ah non, ça m'a vraiment. Merci beaucoup. Merci.